Bienvenue à notre webinaire autour de tout ce qui est appel à projets nationaux, plastique, textile, métaux critiques et stratégiques. Donc moi, je suis Sophie Perret-Ducré de Cap Industrie et on organise ça avec notre partenaire Team 2. Donc c'est Team 2 qui va présenter tout ça puisque c'est leur sujet. Moi, je vais vous rappeler quelques règles au niveau du webinaire. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez un chat, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas. À la fin de chaque partie, on posera les questions qui sont en rapport avec cette partie-là. Donc voilà, ou à la fin de l'intervention. Voilà. Et je laisse la parole à notre partenaire de Team 2. Merci Sophie et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pendant une heure, on vous propose d'aborder les sujets du financement public pour l'innovation dans le domaine de l'économie circulaire. Je repasserai rapidement la parole à Sophie pour une introduction sur Cap Industrie, un petit focus sur Team 2, le décryptage des aides possibles pour remettre, je dirais, un peu tout le monde à niveau sur les financements, les taux d'intervention. Et puis, l'objet principal du webinaire, un focus sur les appels à projets nationaux qui sont en cours, qui tournent autour de l'économie circulaire. On va parler métal, on va parler incorporation, régénération de matière, par exemple, réemploi, et puis un petit focus sur un booster PME qui est proposé par la région Hauts-de-France. Voilà, Sophie, je vous repasse la parole. Merci Moïse. Et donc moi, je vais vous présenter rapidement Cap Industrie en 2 minutes. Donc Cap Industrie, c'est quoi? C'est une alliance de 2 partenaires au service des industriels de la région Hauts-de-France. Donc c'est la CCI Hauts-de-France et l'UIMM Hauts-de-France. Et qu'est-ce qu'on fait avec le soutien, bien entendu, de différents partenaires, dont la région Hauts-de-France? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va accompagner les entreprises donc, de la région Hauts-de-France sur différentes thématiques qui sont la stratégie, tout ce qui est filière et marché à travers des rencontres business, tout ce qui va être produit et process à travers de pas mal, au travers d'ateliers, dont notamment celui qui est proposé aujourd'hui, tout ce qui va être financement et la partie excellence RH. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui et je vais laisser la parole à Moïse pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les appels à projets. Voilà, avec de mon côté aussi un petit focus Team 2 pour présenter qui on est. Donc Team 2, pôle de compétitivité. Le maître mot dans les pôles de compétitivité, c'est l'innovation. Vous avez une grosse cinquantaine de structures réparties sur tout le territoire français. Côté Team 2, on est localisé sur Lens avec un pool d'environ 300 adhérents. Et Team 2, c'est le pôle de compétitivité nationale qui est dédié à l'économie circulaire. Et donc, on va accompagner les projets d'innovation selon 3 gros axes stratégiques. Un gros axe qui est facile à aborder quand on parle d'économie circulaire, puisqu'on parle de ressources matières. Nous, on l'appelle optimisation des ressources. Et donc, on va y aborder des sujets où on va traiter des métaux, des matériaux organiques, plastique, composite, textile, biodéchets. On va aborder aussi la question des matériaux minéraux dans ce domaine-là. Et sans oublier les équipementiers français du recyclage, on anime un groupement depuis quelques années pour mettre en avant les ingénieries du recyclage français. Ça, c'est un axe un peu historique aussi côté Team 2, mais le recyclage n'est pas que ça pour l'économie circulaire. Vous avez un deuxième axe sur le développement de nouveaux modèles économiques et cohésion sociale, puisque le déploiement des principes d'économie circulaire fait questionner les modèles économiques en cours et permet aussi de générer des nouvelles compétences, faire appel à des compétences, donc nécessite aussi par exemple des formations. Et donc, il y a un impact en termes de cohésion sociale. Dernier axe stratégique chez Team 2, qui va adresser les 2 autres, pour être très clair, mais on va accompagner des projets où on va développer des boucles complètes d'économie circulaire pour la décarbonation, évidemment. Et donc, partir, par exemple, de la conception du produit et puis aborder toutes les phases de son cycle de vie jusqu'à la réintégration, in fine, de la matière, idéalement dans le même cycle et pourquoi pas dans d'autres domaines. Alors, il faut que je passe
avec les petites flèches. Voilà. Donc, nous, on va chercher à déployer les principes de l'économie circulaire en s'appuyant sur les 7 piliers de l'ADEME. On va évidemment contribuer par cet accompagnement et la mise en œuvre des projets à préserver les ressources avec des développements de production innovantes. Notre rôle aussi, c'est d'anticiper, de sensibiliser aux principes d'économie circulaire, favoriser la création d'emplois sur le territoire, c'est un objectif aussi général des pôles de compétitivité. Et in fine, compétitivité, eh bien donc c'est contribuer à la compétitivité des entreprises, à leur neutralité carbone. Et Dieu sait que l'économie circulaire peut être source de cette compétitivité notamment. Offre de services rapidement. Le maître mot, c'est l'innovation. Donc, notre travail au quotidien, c'est accompagner les projets d'innovation. Mais on fait aussi pour nos adhérents de la veille stratégique. Il y a tout un travail aussi de mise en réseau qui est indispensable quand on parle d'économie circulaire, quand on veut mettre en place des boucles, des chaînes de valeur complètes. Et donc, la mise en réseau qui se traduit par l'organisation d'événements, l'animation d'ateliers, l'animation de clubs aussi, et puis différentes visites. Et puis enfin, quand on accompagne les projets d'innovation, on peut aussi les accompagner en vue d'un label fourni par Team 2 et donc qui va permettre d'accompagner le projet, de le challenger avec nos experts dans notre comité scientifique et in fine obtenir le label qui est si je fais un raccourci, un label qualité, mais en tout cas qui montre comment dire, l'intérêt du projet sur tous les plans environnemental, technique, économique, scientifique. Voilà pour terminer sur Team 2, donc quelques clubs d'intérêt. J'ai parlé des équipementiers français du recyclage. On a aussi un club qui permet de travailler les ressources cuivre, un club sur l'innovation dans le réemploi pour le bâtiment, et puis un club autour des biodéchets. Et donc, on va à chaque fois viser à développer des sujets, identifier par exemple des verrous technologiques qui vont générer des projets. Et puis, ce sont des clubs qui ont des durées de vie variables. Les équipementiers français, ça fait quelques années. Le club biodéchets, ça fait 1 ou 2 ans. Et puis peut-être qu'ils vont disparaître parce qu'on aura tout abordé et qu'il y en aura d'autres qui apparaîtront. C'est la vie côté économie circulaire chez Team 2. Première partie de notre échange sur les financements publics. Un petit mapping sur les aides publiques, c'est histoire de remettre un peu tout le monde un peu au même niveau. On a un large panel de financeurs qui existent. Vous avez dû voir, je vais focaliser sur la partie droite, des noms comme l'ANR, comme BPI France, comme l'ADEME, comme Horizon Europe, comme le FEDER, comme France 2030. Voilà, c'est toute une nébuleuse, entre guillemets, qui permet d'avoir des financements et des financements à différents niveaux. On peut avoir des financements via la fiscalité, crédit impôt recherche, il est connu. Aujourd'hui, on va focaliser sur des aides pour la RDI, donc recherche, développement et innovation, donc des aides qui vont permettre de financer les projets d'innovation. On va focaliser là-dessus. Il faut avoir en tête aussi qu'il y a d'autres aides qui existent. Donc, globalement, par rapport à ce schéma qui est issu de BPI, on va plutôt focaliser sur les aides qui sont en haut de ce schéma. Juste pour avoir en tête, vous avez différents types d'aides qui existent. Vous avez aussi des prêts, des garanties, des prises de participation, des fonds propres, des fonds de fonds, de l'accompagnement, de l'amorçage ou autre. Voilà, vous avez différentes typologies. Du côté de notre webinaire pour aujourd'hui, on va se focaliser sur l'innovation et donc sur des sujets où on va parler de maturité technologique sur votre développement. Et donc, quels sont les grands principes? Je vais focaliser de gauche à droite sur cette diapo. À gauche, pardon, on retrouve les TRL, Technology Readiness Level, des niveaux de maturité technologique. C'est quelque chose qui est très courant dans les sujets d'innovation. On va avoir une gradation entre 0 et 1 pour des sujets qui sont très, très, très amont, je dirais très académiques, très laboratoires, des concepts, par exemple, qui sont à imaginer, à tester. Et puis, on va progressivement valider différentes étapes, lever des verrous techniques et pour, in fine, arriver sur des TRL 8-9
avec des systèmes qui sont quasiment opérationnels et prêts à la commercialisation. Et donc, vous avez une notion de risque dans tout ça. Évidemment, quand on est très amont, il y a un grand risque que ça puisse ne pas aboutir. Et évidemment, quand on arrive vers de la commercialisation, les TRL 8-9, on a résolu quand même pas mal de sujets et le risque est beaucoup plus faible. Et donc, du coup, l'aide publique qui va être apportée pour, en quelque sorte, dérisquer les projets, évidemment, elle va diminuer au fur et à mesure qu'on s'approche du marché. Et donc, on va avoir 3 grosses catégories qui sont identifiées par un règlement européen. On va appeler ça donc de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle, donc là, on crante un coût supplémentaire, et puis du développement expérimental où on se rapproche du marché. Et l'aide qui va être fournie auprès des entreprises notamment va donc être plus importante en recherche fondamentale, quasiment, enfin c'est même pas quasiment, c'est 100% de financement qui est autorisé par la Commission européenne. Et puis, plus on va arriver sur des sujets proches du marché, moins l'aide va être importante. Et cette aide va aussi être distinguée suivant la typologie des entreprises. Et donc là, on s'en va plutôt vers la droite du schéma avec les différents compteurs, les différents cadrans. On part de la très petite entreprise, donc moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez la petite et moyenne entreprise, les critères inférieurs à 250 et puis employés et inférieurs à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis après, on l'a distingué parce que notamment chez BPI, si je ne me trompe pas, il y a quelquefois une distinction qui est faite. On regarde les entreprises de taille intermédiaire, les ETI et les grandes entreprises. Vu de l'Europe, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, c'est globalement des grandes entreprises, en tout cas tout ce qui n'est pas PME. Et donc, vous voyez que plus vous êtes une petite entreprise, plus vous êtes aidé en proportion. Si je focalise sur la ligne du milieu, la recherche industrielle, une très petite entreprise peut prétendre jusque 70-75% de financement. Une petite moyenne entreprise, c'est un peu similaire. Quand on passe sur une grande entreprise, on est plutôt sur 50%. Voilà, ce sont les principes généraux à avoir en tête. Je n'ai pas précisé, vous avez des cas particuliers. Si vous faites un projet en collaboration avec d'autres entreprises, vous avez des bonus qui s'appliquent. Si votre projet est implémenté dans des zones géographiques particulières, vous pouvez avoir des bonus aussi qui s'appliquent, qui ne sont pas forcément cumulables. Mais là, je risquerais de perdre un peu tout le monde. Mais ça vous permet aussi de comprendre dans les appels à projets pourquoi les niveaux d'intervention proposés par les différents opérateurs, ADEME, BPI, ont un certain niveau suivant les entreprises ou suivant la nature des travaux qui sont proposés dans votre projet. Et je précise aussi, mais je le repréciserai aussi dans la présentation des appels à projets, qu'on est sur des taux qui sont maximum. Vous avez un règlement européen qui fixe un maximum d'intervention et un opérateur qui va venir aider financièrement ne doit pas dépasser ce taux, mais n'a pas obligation de le respecter. Il peut très bien proposer quelque chose d'inférieur suivant des critères qui lui sont propres. C'est aussi important à avoir en tête. On a quelquefois des entreprises qui ne comprennent pas pourquoi elles ont eu moins que ce qui avait été demandé. Voilà, je vous propose de passer, alors à moins qu'il y ait déjà peut-être une question. Non, il n'y en a pas. Donc je vais poursuivre et je vais suivre. Donc on va parler l'appel à projet Métaux-Critique 2. Et puis ensuite, on ira sur Ormat et CAPT côté ADEME. L'appel à projet Métaux-Critique 2, c'est un appel à projet qui est piloté par BPI France depuis quelques temps. Donc 2, vous avez compris qu'il y en avait déjà eu un précédemment. C'est un appel à projet qui vise à soutenir des projets innovants ou aussi d'investissement dans la chaîne de valeur des métaux critiques qui sont essentiels à la transition énergétique et numérique. Et donc, on est complètement inscrit dans la stratégie nationale de sécurisation des approvisionnements en matières premières stratégiques. L'objectif, c'est d'assurer la souveraineté du pays, sa résilience aussi en cas de soucis d'approvisionnement, par exemple. Et donc, on va chercher à développer, installer des unités sur le territoire français.
Les priorités, 3 priorités sur cet appel à projet. Un travail autour du développement des procédés d'extraction, de recyclage ou de substitution des matériaux, des métaux critiques. Des projets qui puissent proposer, l'industrialisation de solutions innovantes pour sécuriser un approvisionnement. Et puis, la priorité, c'est clairement améliorer la résilience, pardon, j'en parlais juste avant, industrielle française dans les filières stratégiques, puisque, les filières, la batterie, la filière électronique, la filière des énergies renouvelables sont, fortement dépendantes de ce qu'on appelle donc les métaux, critiques et stratégiques. Qu'est-ce qui est attendu? Ça va aussi impacter du coup les niveaux de financement et vous avez différents types de projets. On peut proposer dans cet appel à projets des projets de développement et de construction de démonstrateurs qui vont permettre de recycler des métaux stratégiques pour la transition bas carbone. On est ici, si je refais le lien avec le petit schéma des TRL, proposer des démonstrateurs, on va être sur des TRL, je dirais 6, 7, 8. On va rester sur de la recherche et de l'innovation. On va pouvoir aussi proposer des projets qui vont créer des nouvelles unités de production. Donc là, on est sur de l'investissement pur et dur. Du coup, par rapport à mon schéma, on va sortir un peu, on va être sur d'autres régimes d'aide. On ne sera pas sur un régime d'aide recherche et développement, mais on sera plutôt sur des régimes d'aide environnement ou des régimes d'aide investissement. On va pouvoir aussi proposer des projets où il va être proposé d'investir dans des unités de production existantes, avec l'idée évidemment donc de transformer significativement les procédés ou les capacités, de sorte à ce qu'on soit plus productif ou plus flexible ou plus innovant. Et puis enfin, des projets qui vont permettre de mettre en œuvre à échelle industrielle des procédés technologiques innovants qui ont pu bénéficier de financement auparavant, comme je l'avais présenté tout à l'heure avec les niveaux de TRL, qui soient aussi économes en matières premières et en énergie. Ce sont des points qui sont aussi importants à prendre en compte. In fine, mais ça je pense que vous l'aurez compris, les impacts attendus via cet appel à projet, pardon, c'est donc réduire notre dépendance aux métaux critiques, sécuriser l'approvisionnement pour le pays et donc évidemment s'appuyer sur les meilleures technologies disponibles et en tout cas des technos qui soient innovantes, qui soient porteuses pour assurer cette réduction de dépendance et finalement cette résilience. Le but ultime, donc, c'est de réduire la dépendance aux métaux critiques, ça je pense que vous l'avez bien compris, et vous avez bien entendu des matières, des métaux qui sont ciblés. Donc, l'appel à projet cible les métaux, les métalloïdes, mais aussi tout ce qui est minerais, composants intermédiaires qui sont nécessaires donc, dans cette chaîne de valeur pour la production de ces différents éléments. Il y a des indicateurs à respecter, notamment là sur la réduction de la dépendance. Clairement, il faut faire la démonstration que le projet puisse permettre de viser une réduction du taux de dépendance d'au moins 5 points pour le métal que vous considérez dans votre projet. Ou éventuellement, si vous adressez plusieurs métaux dans votre projet, on va prendre ça collectivement. Donc c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas négligeable. C'est logique aussi que BPI s'attache à regarder l'argent qui va être mis sur la table au regard de la performance du projet et de l'impact en termes de résilience. Alors un petit peu d'anglais, les différentes matières critiques et stratégiques, donc ça date de 2023, c'est mis à jour régulièrement. Voilà, vous avez une idée des matières qui sont visées dans cet appel à projet. Je vais passer cette diapo puisque j'en ai déjà parlé et on arrive sur les éléments financiers. Je vous parlais donc tout à l'heure de possibilité de travailler sur des sujets de recherche, développement, innovation et aussi d'investissement industriel. Vous avez des critères qui sont fixés d'un point de vue financier. Si votre projet est monopartenaire, on va attendre un projet à minimum 1 million d'euros si vous êtes une petite entreprise, 5 millions si vous êtes une grande entreprise. Et puis si vous êtes dans le cas d'un projet collaboratif,
si le chef de file est une petite entreprise, on attend un projet à minima de 3 millions d'euros. Et si vous êtes une grande entreprise, un projet à minima de 5 millions d'euros. Voilà, vous voyez la notion de collaboratif ou monopartenaire que j'évoquais aussi, qui, du coup, peut aussi générer des prises en charge, des propositions de financement public qui sont différents. Le calendrier, prochaine relève le 12 novembre à midi. La suivante sera le 24 février à midi aussi. Ce sera la dernière de cet appel à projet. Et dans le processus, vous avez un premier dépôt avec une grosse présentation de votre projet, une audition qui va permettre d'affiner les choses et de s'assurer que votre projet est bien éligible. Et puis, vous rentrez dans une deuxième phase sur un dépôt plus conséquent avec des éléments plus détaillés d'un point de vue technique, mais aussi financier, pour donner la perspective, notamment avec des business plans, des comptes de résultats à horizon 4-5 ans. Voilà pour le tour d'horizon sur l'appel à projet méthocritique. On regarde en parallèle, nous, le chat, si vous avez des questions. Et donc, si je suis en capacité d'y répondre sur l'instant, je m'en occupe. Je pense qu'il y en a une qui est en train de se préparer. Il y a quelqu'un qui est en train de taper, mais bon, on peut peut-être continuer et revenir après. Je vais continuer, puis je reviendrai dessus. Deuxième appel à projet que l'on souhaitait aborder aujourd'hui, l'appel à projet Ormat, qui est un appel à projet qui est piloté par l'ADEME. Là, on va revenir à nouveau sur la dimension matière. Ormat, en fait, c'est le résumé de objectif recyclage matériaux. Et je fais juste une pause par rapport à la question. Donc, pour la réponse apportée par une entreprise peut se faire à ces deux dates. Oui, par rapport à l'appel à projet méthocritique, vous pouvez soit déposer le 12 novembre, soit déposer le 26 février. Voilà. Après, la différence entre les deux, il est possible qu'on ait des différences d'un point de vue budget, puisque en fonction de la consommation du mois de novembre, il est possible que le mois de février n'ait pas lieu. Ça ne s'est pas encore vu, mais il faut toujours l'avoir en tête. Si je reviens donc sur Ormat, objectif recyclage matière, l'idée d'Ormat, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour, d'une part, régénérer de la matière à partir de matières qui ne seraient pas valorisées actuellement, et ou travailler des sujets d'incorporation de matières recyclées dans des produits. Si je fais vraiment un résumé de Ormat, c'est vraiment l'idée de j'ai de la matière qui n'est pas valorisée actuellement et qui part en enfouissement ou en incinération, et mon projet va me permettre d'en faire quelque chose et aussi de diminuer du coup ma consommation de matière vierge et donc de moins puiser dans les ressources fossiles, par exemple quand on parle de plastique. Vous pouvez proposer deux types de projets. Un projet de type faisabilité, c'est-à-dire que vous voulez voir par exemple si un procédé qui existe permet de régénérer de la matière ou avec une matière que vous avez identifiée, si vous pouvez incorporer cette matière dans votre produit. Donc là, on est sur de la faisabilité. Ça s'apparente un petit peu à la recherche que je précisais avant, mais on est vraiment très très proche du marché. Ormat a vraiment cet objectif d'industrialisation à court terme. Donc ça, c'est pour la partie faisabilité. Et puis la deuxième possibilité, c'est directement des investissements. Et la particularité d'Ormat, notamment par rapport à Méthocritique ou CAPT, que je présenterai juste après, c'est que Ormat va proposer de l'investissement sur des volumes de budget qui sont plus réduits. Quand vous voyez les limites budget sur Méthocritique à 1 million, 3 millions ou 5 millions, Ormat va se positionner en dessous. Voilà. Donc sur des petits, entre guillemets, projets, on va avoir Ormat. Sur des projets de plus grande envergure, on va avoir des appels à projets dédiés par matière. Pourquoi je parle de dédiés par matière? Parce qu'en fait, Ormat est multimatériaux. Vous avez 6 possibilités, 6 thématiques matériaux principales que vous avez à gauche de la diapo. Les plastiques, les textiles, les métaux dont les batteries, le bois, papier carton, les verres et les matériaux minéraux. Et donc, pour chaque matière, vous allez avoir différents critères d'éligibilité, d'inéligibilité aussi. Je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui matière par matière. La présentation que vous récupérerez par la suite comporte ce détail.
C'est-à-dire que pour les plastiques, vous aurez 2-3 diapos qui vont vous préciser les opérations qui sont éligibles, les opérations qui ne le sont pas. Là, pour aujourd'hui, comme on est très large, je parcours de manière générale. La clôture de l'appel à projet est assez proche. Donc, la prochaine clôture aura lieu le 6 octobre à midi. Ce sont des petits dossiers par rapport à l'appel à projet métaux critiques ou CAPT, par exemple. Donc, ça, voilà, si vous avez une idée de projet que vous voulez vous mettre en route aujourd'hui, je pense que c'est encore faisable. Fin de semaine prochaine, ce sera peut-être un peu plus compliqué vu les délais. Et puis, c'est un dépôt qui est totalement électronique, donc vous avez un lien qui est fourni vers l'ADEME. Alors, je vois dans le chat prochaine et dernière. Ici, sur Ormat, c'est la dernière de l'année. La logique voudrait qu'il y ait un appel à projet qui soit remis en place l'an prochain. Compte tenu des instabilités actuelles, on ne peut pas garantir. Mais je pense que dans les objectifs de l'ADEME, c'est de pouvoir proposer un deuxième appel l'année prochaine. Alors, toujours une vue d'ensemble dans Ormat, ce qui vous permet aussi de voir un petit peu plus les typologies de projets qu'on pourrait proposer. Donc, quelles sont les opérations qui sont éligibles, quels que soient les matériaux. Donc, des opérations qui vont chercher à améliorer la qualité de la matière. Donc, on va travailler sur la préparation de la matière, sur son surtri, sur le contrôle, tout ça en amont de la préparation de la matière. Point important, on ne va pas s'attacher à la collecte. Voilà, Ormat va vraiment s'attacher à partir du surtri et de l'amélioration de la qualité de la matière recyclée qui va être produite. C'est extrêmement important à avoir en tête. Je vous parlais de régénération ou de recyclage selon les différents matériaux. Et donc, à nouveau, on est sur je veux commercialiser, déjà produire et commercialiser de la matière première issue du recyclage MPR qui soit de qualité. Je vais la commercialiser auprès de transformateurs. On peut avoir une opération qui va viser une augmentation de capacité. Il faut toujours avoir vraiment en tête l'augmentation de la qualité de la matière première recyclée. Des opérations éligibles aussi, donc tout ce qui est équipement de contrôle qualité, c'est quelque chose qui peut être éligible sous Ormat. On revient sur cette notion de qualité de la matière. Et puis, la mise en œuvre de l'incorporation, ou si vous intégrez déjà de la matière recyclée dans votre produit, l'augmentation du taux d'incorporation de matière recyclée dans votre produit. Une précision aussi, sur Ormat, il y a une vigilance qui est apportée. Si vous créez, par exemple, des nouvelles unités d'incorporation, le dossier sera étudié au cas par cas, puisque créer une nouvelle unité d'incorporation, vous allez créer un volume supplémentaire de matière, mais qui ne va pas forcément aller en substitution de matière vierge. L'esprit d'Ormat, c'est vraiment de pouvoir remplacer la matière vierge utilisée actuellement, en tout ou partie, par de la matière recyclée. Et donc, le fait d'arriver avec un projet en disant « je crée un nouveau produit, c'est formidable, il est 100% fait en matière recyclée », ce n'est pas forcément l'objectif d'Ormat. C'est important aussi à préciser. Et puis, je reviens sur cette notion, j'avais fait un petit parallèle rapide avec la recherche. Ormat, en termes de faisabilité, va s'attacher à ce que vous étudiez des technologies qui soient existantes, éprouvées, et donc des TRL 8-9. Si vous êtes en dessous en termes de TRL et qu'il y a encore quelques verrous à lever, là, clairement, Ormat ne sera pas pour vous. On ira chercher des appels à projets qui vont adresser de la recherche et de l'innovation. Et je confirme que les diapos seront disponibles après la conférence. Oui. Deuxième volet sur Ormat, pour le coup, qu'est-ce qui est inéligible? J'en ai déjà un petit peu parlé par rapport à de l'incorporation 100% par exemple. Je vous ai évoqué la collecte. Les activités de collecte de déchets ou de premier tri de flux entrants et notamment multimatériaux, c'est quelque chose qu'Ormat ne financera pas. Valorisation organique ou énergétique des déchets, évidemment, ce n'est pas éligible, puisque l'objectif, c'est de pouvoir réintégrer la matière dans un circuit. Donc, on ne va pas aller chercher à la détruire via la valorisation énergétique, notamment. La négociation de matières premières recyclées, ce n'est pas du tout l'objet d'Ormat. Le réemploi, la réparation, la réutilisation, sans qu'on ait une intervention de reconditionnement, de remanufacture, ce n'est pas l'objet d'Ormat.
vous avez des appels à projets dédiés de ce côté-là. Un point aussi qui revient régulièrement dans les porteurs de projets, et c'est légitime de leur part, c'est de pouvoir réincorporer des chutes de production interne. Vous êtes un plasturgiste par exemple, vous avez des carottes d'injection, vous prenez les carottes, vous les broyez, vous les remettez dans le circuit. Ça, c'est pas éligible côté Ormat. Voilà, Ormat va vraiment chercher à ce que en entrée, vous diminuez votre taux de matière vierge dans vos produits. Même si j'ai bien conscience que intégrer des carottes, si c'était pas fait précédemment, va forcément impacter votre conso de matière vierge. Mais voilà, il y a vraiment un point particulier sur l'inéligibilité de ce côté-là. Recyclage invendu en gras, réglementairement, les entreprises se doivent de trouver des solutions. Et donc, la Commission européenne interdit d'aider des entreprises qui, de toute façon, devront le faire. Donc, la loi AGEC notamment impose, notamment dans le textile, que les invendus aient des solutions. Donc, Ormat ne va pas s'occuper de ces éléments-là. Et globalement, je reviens sur cet aspect réglementaire, tout projet qui va consister à vous mettre en conformité avec une réglementation qui est déjà applicable, vous ne serez pas aidé par l'ADEME et de manière générale par tout financeur public. Le financeur public n'a pas le droit de vous aider si vous devez vous conformer réglementairement. Donc là, je viens de faire un saut d'à peu près 10-15 diapos. Vous ne l'avez pas vu, mais vous aurez entre les deux le détail par matière. Quelques critères de priorisation, je ne vais pas les détailler. Vous aurez tout le loisir d'aller les voir. Je vais me focaliser sur 2 points. Le point numéro 4, la recyclabilité ou la durabilité des produits où seront incorporées les matières premières issues du recyclage. Évidemment, si vous proposez un projet qui va incorporer de la matière première recyclée, c'est une très bonne chose. Mais évidemment, on va s'attacher à vérifier que le produit que vous générez est lui-même recyclable. Sinon, on n'aura fait que décaler le problème. Ça, c'est un point important. Dans les critères de priorisation, l'ADEME va regarder aussi l'argent qu'elle met sur la table au regard des tonnages qui vont pouvoir être valorisés au niveau des différentes matières. Il y aura évidemment la performance environnementale qui sera vérifiée, étudiée. Voilà, ce sont des points importants à avoir en tête, tout comme la qualité de la MPR, ça je l'ai évoqué, le positionnement par rapport à des filières REP aussi, c'est un point aussi qui est important. Et je pense que j'en ai quasiment fini avec Ormat. Sur Ormat, vous avez donc les 2 typologies, d'un côté la faisabilité à gauche et de l'autre côté l'investissement. Sur la faisabilité, vous avez des plafonds de dépenses, donc c'est votre budget. Donc vous êtes plafonné pour, par exemple, des essais à 100 000 € de budget. Si vous intégrez un diagnostic, donc ce qu'on appelle un diagnostic, c'est voir un peu l'état des lieux des gisements, par exemple, que vous pourriez aller adresser. Vous avez la possibilité de faire des activités aussi de ce côté-là pour 50 000 € au maximum. Donc voilà, donc suivant la configuration de votre projet, généralement la faisabilité, on est sur 100 000, voire 150 000. Du côté de l'axe investissement, donc vous voyez tout de suite que les montants sont un peu inférieurs à ce que vous avez pu voir précédemment sur les métaux critiques. Vous avez des plafonds d'aide qui sont fixés, qui correspondent grosso modo pour les plastiques, élastomères, composites, textiles, bois, papier, carton, à un budget de 2 millions d'euros. Pour les métaux et les batteries, vous êtes sur un budget maximum de 5 millions. Pour les verres et matériaux minéraux, si mes calculs sont bons, vous devez être sur un budget de 3 millions d'euros. Et donc, en fait, ce sont des limites qui sont fixées. Donc, Ormat ne dépassera pas ces limites. Si vous arrivez avec un projet qui les dépasse, eh bien, vous serez redirigé directement vers d'autres appels. Par exemple, les métaux critiques, si vous adressez un projet avec des métaux, ou CAPT, que je vous présente juste après, si vous arrivez avec un projet qui traite de plastique, élastomère, composite ou textile. Le taux d'aide maximum, n'oubliez pas cet aspect maximum de taux d'aide, et bien, suivant la typologie de votre projet, faisabilité ou investissement, et suivant la typologie de votre entreprise, petite, moyenne ou grande, et bien, le taux d'aide maximum sera différent. L'intervention de l'ADEME se fait sous forme de subvention. C'est un point aussi à avoir en tête. Quand BPI, par exemple, sur les métaux critiques, j'aurais pu le préciser, va proposer des interventions mixtes, c'est-à-dire par rapport au taux d'aide,
une partie en subvention, une partie en avance remboursable. C'est aussi à avoir en tête par rapport à vos plans de financement respectifs. Quelles sont les dépenses éligibles sous ORMAT? On retrouve des choses assez classiques. Principalement, sous l'axe 1, ce seront des prestations qui vont être éligibles, éventuellement du temps passé, mais clairement, on est sur la faisabilité et le règlement européen stipule que c'est plutôt de la prestation qui est aidée dans ces cas-là. Vous avez après des conditions particulières qui se traduisent en région. Voilà, je sais de mon côté que la région Hauts-de-France ne va pas financer le temps passé pour les grandes entreprises. Voilà, ça sont des critères qui sont spécifiques, propres à chaque région. Du côté de l'axe 2, donc pour mémoire de l'investissement, donc vous allez être aidé sur le CAPEX, donc c'est-à-dire le coût total de la machine ou de la ligne de production. Et donc, évidemment, le coût de la machine est éligible et aussi les à côté, c'est-à-dire vous avez probablement besoin de faire des connexions de réseau de fluide d'électricité, que sais-je, donc qui est nécessaire, des équipements pour mesurer sur les lignes. Tous ces éléments-là sont éligibles sans souci. À nouveau, la main-d'œuvre en interne avec voilà, des petites réserves. Il y a une vigilance qui est apportée sur ce point. Pourquoi pas la formation du personnel dans la limite de 5% du budget. Si vous avez besoin de travailler aussi la certification de la matière recyclée ou du contenu recyclé dans le produit, c'est une dépense. Donc le coût de certification est éligible aussi. Et pour en finir, seules les dépenses qui sont postérieures à votre dépôt de dossier seront prises en compte. C'est ce qu'on appelle notamment l'incitativité de l'aide. Si vous avez dépensé de l'aide, si vous avez commencé des dépenses sur votre projet avant même d'avoir déposé votre dossier, il est considéré que vous n'en avez pas besoin puisque vous vous êtes engagé et donc vous n'avez pas attendu l'aide pour pouvoir démarrer les choses. Donc techniquement, il faut avoir déposé son dossier. Vous pouvez engager ensuite les dépenses si vous le souhaitez. Vous prenez le risque évidemment que votre projet soit pas retenu. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, il arrive que les entreprises fassent le choix d'engager les dépenses juste après le dépôt de leur dossier. Je pourrais revenir dessus plus en détail si besoin. Voilà pour ORMAT. N'hésitez pas à poser des questions en parallèle dans le chat. Je vais poursuivre sur CAPT. CAPT, ça va être plus facile à présenter puisque on reste dans l'état d'esprit ORMAT méthocritique sur le fait de pouvoir régénérer de la matière, incorporer de la matière. CAPT a la particularité de se focaliser sur les plastiques, textiles, composites et élastomères. Et donc, si je fais un parallèle avec ORMAT, moins de 2 millions d'euros, CAPT, plus de 2 millions d'euros de budget. La particularité de CAPT aussi, c'est qu'on va pouvoir adresser d'une part les investissements à nouveau, mais aussi des projets de recherche et innovation, donc des projets beaucoup plus amont que de la faisabilité ORMAT, et qui vont permettre d'aborder des sujets de développement. L'idée, c'est classique et commune aux autres appels à projets, c'est pouvoir dynamiser cette chaîne de recyclage de sorte à pouvoir soutenir la performance en qualité et en quantité. L'appel à projet s'adresse à tous les acteurs et va soutenir les investissements pour la production de matières recyclées ou leur incorporation, à nouveau, plastique, textile, composite et élastomère. Évidemment, on va chercher à réduire les impacts environnementaux et on va chercher à impliquer tous les secteurs d'application des matières plastiques, textiles et élastomères. Dans la diapo suivante, on aura la liste des matériaux et c'est une liste qui est exhaustive. Les autres matériaux seront exclus. Voilà, c'est un point très important à avoir en tête. Le coût de projet, vous l'aurez compris, supérieur à 2 millions d'euros hors terrain. Et puis, vous avez des critères d'éligibilité qui sont fixés dans le cahier des charges que vous pouvez avoir via le lien en bas de la diapo. Point important sur cet appel à projet, c'est que vous avez une réunion de pré-dépôt qui est impérative avant de déposer votre projet. Le principe, c'est de présenter votre projet en une vingtaine de diapos dans un format fixé par l'ADEME. Et ça permet d'échanger directement avec l'ADEME au niveau national et de voir de suite si le projet est éligible et si on peut aller plus loin en déposant un dossier complet, puisque le dossier est quand même conséquent à renseigner.
et il serait dommage de le renseigner et puis finalement se faire retoquer juste pour des questions d'inéligibilité. Donc c'est une manière de sélectionner un peu les choses, mais aussi d'être plus efficient pour le porteur. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, si vous êtes à 0 en termes de préparation, autant vous dire qu'il vaut mieux se fixer le 30 janvier pour la prochaine relève, puisque la relève la plus proche est au 30 septembre. Donc, on sera forcément à moins d'un mois pour cette réunion de pré-dépôt. Voilà, donc gardez plutôt en tête la relève du 30 janvier 2026 pour votre projet si vous en avez un. Moïse, je me permets, il y a une question de savoir par rapport aux batteries, si c'est en exception comme Ormat. Alors sur CAPT, on ne parle pas de batterie puisqu'on aborde uniquement les matières plastiques, textiles, composites et élastomères. Donc si la question, Stéphane, concernait les CAPT, on ne parle pas de batterie. Voilà. On va retrouver, je vais passer très rapidement, mais on va retrouver les éléments que j'ai expliqués sur Ormat ici pour les plastiques. Donc, on va chercher à améliorer le tri, la préparation des déchets. Je vais préciser juste qu'on va chercher aussi à développer des nouvelles techniques de recyclage, qu'elles soient mécaniques, chimiques ou enzymatiques. Et c'est là la particularité aussi de CAPT. Autant Ormat, on va être plutôt sur des procédés mécaniques, physico-chimiques. Je dirais qu'on va jusqu'à la dissolution des polymères, par exemple, pour des plastiques. CAPT va adresser aussi des sujets de recyclage chimique et enzymatique qui vont permettre de traiter des déchets qui sont difficilement recyclables par les technologies actuelles. Ça, c'est un point important aussi à avoir en tête. Je poursuis sur CAPT. Je vous parlais des cibles matériaux. Donc, on va viser les thermoplastiques, les thermodissociables, les élastomères, les textiles naturels, synthétiques ou artificiels. Et donc, vous avez des matériaux qui sont visés dans les étapes de préparation et de recyclage. Donc, vous avez la liste à l'écran, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous avez des matières éligibles aussi à l'étape d'incorporation de matières issues du recyclage. Je vois en parallèle une question, donc amélioration du tri pour traitement et pas pour la collecte. Alors, je vais revenir sur cette notion de collecte et de surtri. La première collecte, la simple collecte de matière, n'est pas quelque chose qui est éligible. Ce qui va être éligible, c'est après un premier tri, vous allez faire un surtri. Donc, vous allez chercher à affiner les éléments et donc finalement améliorer la qualité de matière première. Je ne sais pas si ma réponse est claire. N'hésitez pas à reposer la question si besoin. Mais on est vraiment sur le surtri. Si je prends un exemple dans le domaine du textile, vous allez, je ne sais pas, collecter les vêtements en fin de vie auprès de clients, par exemple, dans des magasins. Vous allez faire un premier tri de vêtements qu'on peut gérer, pas gérer, et donc partir certains en réemploi et d'autres en recyclage. Voilà, ça va pas être éligible. On va commencer à prendre des vêtements qui sont plutôt dédiés au recyclage et à attaquer le surtri. Et donc, ça veut dire, je vais retirer des pièces, les boutons ou autres, je vais regarder les différentes typologies de matière, je vais regarder les coloris et je vais affiner les éléments. Je vais passer aussi celle-là, voilà, et arriver tout de suite, parce que je vois le temps qui passe, ça fait déjà 45 minutes, je suis un peu long. L'aide financière, à nouveau, elle va être dépendante de la taille de l'entreprise. Globalement, sur CAPT, elle est au maximum à 65% des dépenses éligibles. Et sur CAPT, comme les métaux critiques, on va être sur un mix subvention avance remboursable, suivant la nature du projet et sa maturité. Les dépenses, minimum 2 millions, ça j'en ai déjà parlé. Les investissements qui sont liés aux équipements sont éligibles, les infrastructures aussi. Et puis côté R&D innovation, y compris faisabilité si besoin, des dépenses de personnel, de sous-traitance, de prestations, des coûts de propriété intellectuelle. Je vais ajouter une petite précision à la fois pour Ormat et pour CAPT pour les investissements, que vous verrez passer aussi. Si vous proposez un investissement à l'ADEME, notamment sur ces appels à projets, l'ADEME va vous financer ce qu'on appelle la plus-value environnementale. C'est les régimes d'aide qui imposent ça. C'est-à-dire que l'ADEME
vous allez arriver par exemple avec un projet d'1 million d'euros et un financement possible de 50%, l'ADEME ne va pas vous financer 50%. Elle va vous financer la différence entre votre projet et une solution que vous auriez adoptée si vous n'aviez pas eu d'aide, ce qu'on appelle un scénario de référence, qui ne peut pas forcément être à zéro, sauf rare exception, mais globalement, vous avez, dans la situation où vous n'avez pas d'aide, le projet d'investir, je ne sais pas, 50 000 euros, qui va vous permettre de traiter le volume, mais pas de manière qualitative, de manière vraiment très limitée, évidemment. Et votre projet qui fait 1 million d'euros va permettre de résoudre toutes ces questions-là. L'ADEME va faire 1 million moins 50 000 et va appliquer la subvention sur cette différence. C'est aussi important à avoir en tête, notamment pour votre business plan. Et Stéphane nous dit, bref, le surcoût intégré pour être durable. Oui, l'ADEME va vous aider sur la plus-value environnementale de votre projet. Un focus sur quelques appels à projets. Donc, l'appel à projet, ADEME, réemploi, réutilisation, réparation hors emballage. C'est un soutien qui est ouvert au fil de l'eau jusque fin d'année. L'objectif de ce soutien aux études, et il y en a un aussi aux investissements, c'est de pouvoir faire émerger des projets pour augmenter le flux de tout ce qui est réemployé, réutilisé, réparé, à remettre sur le marché et aussi encourager cette demande. Et d'autre part, des projets qui vont permettre de développer la professionnalisation des acteurs et des structures et de pérenniser des modèles économiques sur le sujet. Le soutien donc, se fait sur des études et des diagnostics. Vous retrouvez cette terminologie qu'on a vue dans Ormat, faisabilité, études, diagnostic, pour donc les 3 R, réemploi, réutilisation, réparation hors emballage. Et vous retrouvez ces montants de 50 000 et de 100 000 euros. Donc diagnostic, 50 000 euros maximum, études, accompagnement de projet, 100 000 euros, qui peuvent être réalisés par un prestataire extérieur, ou ici, sur cet appel à projet, ça pourrait être réalisé en interne, avec par exemple une expérimentation. Les différents porteurs qui sont éligibles, les entreprises évidemment, mais aussi des réseaux régionaux, ça peut être aussi des acteurs relais régionaux, ça peut être des collectivités qui proposent le projet. Bon, je vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous avez dans cette diapo ce qu'on entend par diagnostic, donc des exemples d'activités. Tout à l'heure, dans Ormat, je parlais d'un diagnostic pour voir un peu les gisements possibles. Voilà, c'est un peu le premier item. L'état des lieux de la production, de la gestion des déchets sur territoire, c'est un parallèle qui est fait. Il y a quelques critères, donc il faut être vigilant quand on bâtit le projet sur les études de faisabilité, qui doivent comprendre différents éléments sous peine d'inéligibilité ou en tout cas de non-financement du projet. On avait proposé aussi de faire un focus sur l'appel à projet européen LIFE. L'idée de l'appel à projet européen LIFE, donc là on prend une dimension plus importante, donc on est en partenariat avec d'autres entités ailleurs en Europe, en général 3 entités différentes de 3 pays. Et l'idée de ces projets européens, c'est de pouvoir mettre au point, de démontrer, de promouvoir des techniques, des méthodes qui vont permettre d'atteindre des objectifs de l'Union européenne en matière d'environnement et de climat. Et donc voilà, ce sont des projets qui sont conséquents à plus long terme, que je vais détailler juste derrière. Dans ce qui nous concerne aujourd'hui, donc vous avez 2 grands domaines d'action, environnement, action pour le climat, et dans ces 2 domaines d'action, vous avez des cas particuliers, et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'économie circulaire et la qualité de vie. Et donc, dans cette section-là, l'objectif, c'est d'encourager la transition vers une économie durable, circulaire, sans qu'on ait de substances toxiques, qui soient économes en énergie, qui soient résilientes par rapport au climat, et donc avec l'idée aussi de protéger, restaurer, améliorer la qualité de l'environnement. Donc, on a la possibilité de proposer aussi des projets. Je dirais que c'est peut-être un peu plus générique que les appels à projets que je vous ai présentés juste avant. C'est un peu plus contraint, puisque les projets européens, c'est assez costaud à monter, mais dans le cas où on décroche un projet européen, c'est extrêmement intéressant en termes de potentiel. Vous avez différentes typologies de projets. À nouveau, je ne vais pas les détailler. Vous avez une idée des volumes et des durées notamment. Et vous avez notamment
des actions standards qui vont permettre de développer, démontrer, promouvoir des techniques qui, je pense, adressent en général les entreprises, avec un financement de 60% de votre budget. Là, pour le coup, toutes les dépenses, tant qu'elles sont évidemment utiles au projet, on est bien d'accord, sont éligibles dans ce type de projet. Vous pouvez avoir aussi des actions de coordination et de soutien qui sont des budgets un peu plus réduits, dans lesquels on retrouve habituellement plutôt des entités de type laboratoire ou des structures d'accompagnement comme Team 2 par exemple, ou des collectivités. Je vais passer tout de suite le dernier focus, donc le booster REF 3 proposé par la région Hauts-de-France. Pour le coup, c'est un dispositif qui va s'adresser uniquement aux PME. Et c'est un booster, donc c'est quelque chose qui va permettre de cofinancer des missions d'accompagnement sur la transition économique, énergétique, environnementale, avec 6 thématiques. Et il y a une thématique sur l'économie circulaire et l'analyse du cycle de vie des produits. Donc ce sont bien les petites, les moyennes entreprises, selon la définition européenne, qui sont éligibles. Et le support de la région de France va vous permettre de bénéficier d'un financement de 50% du coût de l'accompagnement, donc c'est-à-dire 50% du coût d'un prestataire que vous allez solliciter pour vous aider à travailler dans le domaine de la transition environnementale notamment, donc ici économie circulaire et analyse de cycle de vie, mais pas que, hein, vous avez d'autres possibilités de travail. Le plafond d'aide de la région sera de 10 000 € sur facture acquittée, donc ce qui veut dire que le budget potentiel de prestation est de 20 000 €. Néanmoins, vous avez des règles. Vous pouvez bénéficier au maximum de 2 missions subventionnées par année civile. Et on a cette limite de 10 000 €. Les prestataires que vous sollicitez, le ou les prestataires doivent être référencés. Sachez que Team 2 est référencé et nous avons déjà 2 ou 3 boosters qui sont en place pour accompagner des PME de notre réseau. Quels exemples de boosters? Des pistes de recherche pour améliorer le sourcing, travailler sur la meilleure conception du produit, travailler sur sa réparabilité par exemple, faire des études d'impact sur une chaîne de valeur, études d'impact sur l'incorporation de matières recyclées, par exemple, ou travailler des plans d'action pour identifier les leviers qui sont actionnés dans l'entreprise pour déployer les principes d'économie circulaire. On pourrait imaginer aussi la sensibilisation des équipes à ce sujet-là. Les choses, finalement, sont assez larges, et donc n'hésitez pas à solliciter Team 2, bien entendu, mais les différentes structures d'accompagnement en région qui sont soit enregistrées comme nous, soit qui sont en mesure aussi de vous accompagner sur le montage de ce booster et de vous mettre en lien avec les différentes entités en région notamment. Voilà, je terminerai juste avec un point que je n'ai pas précisé et qui a son importance sur CAPT et sur Ormat. Si vous êtes un porteur de projet dans le domaine des plastiques, textiles, composites, élastomères, sachez que Team 2 est missionné par l'ADEME sur la région de France, mais aussi d'autres régions. Donc, si jamais on a des participants qui sont en Île-de-France ou en Centre-Val de Loire, donc on est missionné par l'ADEME pour vous accompagner pour le montage du projet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes basiquement payés par l'ADEME pour pouvoir accompagner les porteurs sur Ormat et CAPT dans le domaine des plastiques textiles et composites. Voilà, je suis arrivé au bout de la présentation. Je voulais vous faire un tour d'horizon des appels nationaux et un peu européens en cours dans le domaine de l'économie circulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 6 minutes avant midi, donc j'aurais tenu le timing, Sophie. Et je vois, première question, donc éligibilité des TPE start-up au projet. Comment est appréciée l'éligibilité financière? Cas de la TPE en phase de pré-amorçage. Alors, éligibilité financière, j'ai un petit peu de mal avec ce terme. Le premier élément, c'est la taille de l'entreprise. Donc, effectivement, on va identifier quelle est TPE Startup. Donc, on va avoir un nombre d'employés, un chiffre d'affaires. On va avoir une dépendance ou pas aussi. C'est un élément qu'on regarde par rapport à des grosses structures. Si vous êtes une TPE dépendante à 100% d'un groupe,
qui fait plus de 250 personnes, vous basculez automatiquement comme une grande entreprise. Ça, c'est un point important. Sur la partie financière, l'ADEME, la BPI, par exemple, vont regarder les fonds propres au démarrage. Et donc, il est classique que l'ADEME demande à sécuriser. C'est-à-dire que si elle vous fournit 50 000 € d'aide, elle va vous demander qu'en face, il y ait 50 000 € en fonds propres, donc c'est-à-dire en capital et compte courant. Néanmoins, on a rencontré récemment des cas où l'entreprise venait d'être créée. Et dans ces cas-là, l'ADEME va demander des garanties financières à la structure, le groupe par exemple. On peut imaginer que ce soit un groupe qui crée une filiale ou une entité. Et donc l'ADEME va demander de la sécurisation d'un point de vue financier, des garanties à l'échelon supérieur par exemple. Structure bilan, volume de CA réalisé. Ok, donc ça c'est un autre point aussi, donc par rapport à l'éligibilité financière. Là, on va peut-être aborder la question de la santé financière. Quand vous allez déposer votre projet, la BPI et l'ADEME notamment, mais tous les financeurs, vont s'assurer que vous êtes en bonne santé financièrement. Là, par contre, je ne peux pas aller dans le détail parce que chaque entité a sa manière d'apprécier la santé financière. L'ADEME dispose d'une attestation de santé financière. C'est un tableau Excel qu'il faut renseigner à partir des liasses fiscales précédentes et qui va automatiquement donner à la fin vous êtes en bonne santé ou vous n'êtes pas en bonne santé. Pourquoi il y a ce check qui est fait? Parce que réglementairement, l'Europe interdit d'aider les entreprises qui sont en difficulté financière. Et donc là, je vois dans votre question, structure du bilan, volume du CA réalisé, ce sont des éléments qui sont forcément indiqués dans les tableaux de vérification pour pouvoir vérifier votre santé. Stéphane, et parfois il libère les SUM en fonction des nouveaux des capitaux propres. Oui, ça peut être libéré par tranche. Quand je vous disais sur les 50 000 € par rapport aux fonds propres, si vous avez 50 000 qui sont attribués et donc l'agence va demander 50 000 en face, ça va être progressif. Si vous avez les 50 000 au démarrage et que globalement vous avez 100 000 possibles, quand vous aurez touché les 50 000 supplémentaires, donc 50 plus 50, ça fait 100 000, et quand vous aurez touché les 100, l'ADEME, par exemple, vous demandera d'avoir les 100 en fonds propres, donc capital et compte courant. Bon, visiblement, j'ai répondu correctement à la question. Parfait, merci à vous. Je crois qu'il y en a une dernière qui se prépare. On va Exactement. peut-être attendre juste. En tout cas, juste, merci beaucoup Moïse. En attendant que la dernière question se prépare, moi je vais vous envoyer, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, je vais vous envoyer la présentation avec il y avait des slides qui étaient masqués. Donc vous aurez la présentation complète. Et n'hésitez pas à revenir vers Moïse ou vers moi si vous aviez des questions. Moi, je transmettrai aussi à Team 2. Donc voilà. Et puis de manière générale, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez aussi toute une série d'acteurs en région aussi qui sont à votre disposition. Et donc, au besoin, si le sujet ne se traite pas chez Team 2 ou chez l'un ou l'autre des acteurs, on communique tous ensemble pour relayer et surtout que les entreprises ne soient pas laissées seules dans cette myriade de financements publics. Voilà. Juste pour compléter ce que dit Moïse, vous avez un projet, parlez-nous-en et on voit si c'est possible ou pas et on vous oriente vers les bons acteurs. Grosso modo, c'est le réflexe à avoir. Voilà, avec les différentes entités à votre disposition sur la région. Et je pense que tout le monde... Ouais, mais je crois que c'est plutôt des merci, au revoir, bonne journée. Oui, c'est gentil. Merci à vous. En tout cas, un grand merci Moïse pour cette présentation qui était très synthétique et très claire, parce qu'il y avait quand même un enjeu de timing. Et puis, belle journée à tous et bon week-end. Merci à vous et puis à votre disposition. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, je n'arrive pas à terminer l'événement. Peut-être coupé.